à partir, au fond, de la Révolution française, si on veut. Donc, la naissance du sport moderne, d'abord en Angleterre, c'est vrai, et puis en France ensuite, et en Europe, dans le reste de l'Europe, c'est un phénomène qui est lié à une exigence égalitaire, donc démocratique, à la différence de ce qui pouvait se produire sous l'Ancien Régime. Mais en même temps, cet idéal démocratique va conduire vers une forme de sport qui est essentiellement tournée vers la compétition, qui finalement devient aussi assez inégalitaire. Oui, bien entendu. Comment comprendre écoutez, cette évolution? Bien entendu, je crois qu'il faut d'abord partir, mais Isabelle Queval a remarquablement travaillé sur ces questions lorsqu'elle s'est posé la question du dépassement. Je crois qu'il faut partir effectivement des sociétés modernes, des sociétés occidentales modernes. J'entends moderne 19e, 20e. Ce sont des sociétés qui sont parties du principe, appliquées, pas appliquées, c'est une autre question, qui sont parties du principe que les individus étaient égaux. Et que, du coup, ils pouvaient parfaitement partager leurs pratiques. Ce qui n'a pas été donné d'emblée. Il faisait que le golf ne pouvait pas être pratiqué par tout le monde, ça continue aujourd'hui. Mais sur le principe, chacun peut participer, chacun peut entrer, en quelque sorte, dans le jeu. Et ce principe d'égalité est absolument fondamental, parce que c'est ce qui crée de l'attirance quant au résultat. Dans la mesure où, dans l'imaginaire du spectateur, les individus partent exactement du même niveau, si je puis dire, niveau, une fois encore, entre guillemets. Et c'est le talent, le mérite, le travail qui va les départager. D'où la fascination, évidemment, à l'égard de ce travail, à l'égard de ce mérite, à l'égard de ce que l'on pourrait appeler le talent. Mais c'est un talent mérité de la part de l'individu, parce qu'a priori, il était mis dans la même position que les autres. Bon. Le résultat, bien entendu, on le connaît, c'est qu'au bout du compte, comme le disait très bien Michel Serres tout à l'heure, il y a une majorité de perdants au bout du compte. La question, il y a même, je dirais, une quasi-totalité de perdants. La question qui me paraît quand même très importante, c'est pourquoi cela fascine-t-il? Pourquoi cela fascine-t-il? Et je pense que nous oublions trop vite et trop facilement que dans nos sociétés, mais la compétition, elle est là, vous voyez. Le problème, c'est de comment parvenir à l'organiser au mieux. Et de ce point de vue, apparemment, avec ces règlements, avec ces chiffres, avec ces calendriers, avec ces organisations qui secrètes, arbitres, administrateurs, etc., apparemment, le sport l'organise bien. Si on regarde dans le détail, on se rend compte que c'est pas évident qu'il l'organise bien. Mais apparemment, il l'organise bien. Donc je pense que c'est un des éléments fondamentaux de la séduction. On oublie toujours que la société, nos sociétés à nous, elles désignent les compétences à partir, par exemple, du concours. Le système français, de ce point de vue-là, est assez étonnant. C'est le concours. C'était pas le concours au 18e, vous voyez. Bon, donc, ce système qui fait que les individus apparemment égaux vont se distinguer à partir de leur talent, de leur mérite et de leur travail, ce système-là crée, je pense, un processus de relative fascination. Vous voyez. Je vous présente Pascal Pic, le quatrième invité. Je vais donner la parole à Isabelle Queval en lui demandant, en revenant sur cette idée de passage, de rupture entre un monde ancien, disons jusqu'à l'émergence de la modernité, qui est marquée par une certaine clôture, l'idée d'ordre, le monde antique, tel que la pensée par exemple d'Aristote va l'exprimer assez précisément avec l'excellence, cette idée d'accomplissement, et le passage ensuite à une modernité où avec l'idée d'infini, l'idée d'un monde ouvert, etc., il va y avoir l'idée d'un progrès, l'idée de dépassement de soi, la possibilité pas simplement d'accomplir son excellence, mais de transgresser les limites. Alors j'aimerais bien qu'on voit ce passage du quantitatif aussi au qualitatif, et le retour du quantitatif. Et du qualitatif et du qualitatif de nous. Je crois que ce qui est intéressant dans le sport de haut niveau, c'est la manière dont il exemplifie, je trouve d'une manière donc tout à fait spectaculaire, ce culte de la performance qui est caractéristique de notre modernité. Alors, caractéristique de notre modernité, à partir précisément de l'époque dont parle très bien Georges Figarello, c'est-à-dire cette émergence au siècle des Lumières, du culte de l'idée de progrès et de la croyance dans le fait que l'être humain, à partir de sa raison, des sciences, des techniques, va pouvoir atteindre cette fameuse perfectibilité dont parle Rousseau, c'est-à-dire perfectibilité à la fois intellectuelle et physique, à la fois individuelle et collective, au niveau de l'espèce humaine. Alors, pour comprendre cette rupture et ce basculement, il faut effectivement pouvoir établir une confrontation, une comparaison avec ce qui se passe dans l'Antiquité et un univers de valeurs où, précisément, cette idée de performance infinie
et de dépassement de soi à l'infini n'est pas représenté, ou en tout cas n'est pas considéré comme une valeur, une idée force, quelque chose qui dominerait l'ensemble des représentations à la fois du monde et de l'homme. Alors ces représentations du monde, du point de vue scientifique, du point de vue médical, elles se caractérisent évidemment par la valeur de l'idée de fini, par différenciation avec nous aujourd'hui qui sommes mus par l'idée d'infini, de perfectibilité à l'infini et d'univers infini. Cette représentation de l'Antiquité, elle est également dominée par la manière dont l'idée de nature est un modèle, et précisément un modèle d'ordre, c'est-à-dire un modèle de finalité, un modèle de parfaite harmonie, que l'homme ne pourrait d'aucune manière imaginer transgresser, c'est-à-dire que cette idée de modifier, cette idée cartésienne de se rendre comme maître et possesseur de la nature, qui est une idée moderne, cette idée de pouvoir faire mieux que la nature ou d'aller contre nature, qui est si représentative de notre modernité, n'est pas considérée dans l'Antiquité, sauf folie, c'est-à-dire que finalement l'homme passe dans une sorte d'ordre second par rapport à la nature qui est un ordre premier, et cette nature ne peut pas être transgressée. S'il y a bien un dépassement de soi de fait dans l'Antiquité, et on se souvient évidemment de l'exploit fatal du coureur de marathon, il n'y a pas cette valeur du dépassement de soi comme idée force qui conduirait les actions humaines. Alors qu'à partir de la modernité, des prémices de la modernité, c'est-à-dire l'apparition, la valeur de l'idée d'infini, cette représentation d'un univers qui justement s'ouvre, et notamment s'ouvre aux investigations humaines, cette idée d'une Terre qui est non plus immobile mais mobile, ces circumnavigations qui occupent le XVIIe, le XVIIIe siècle et qui permettent justement de penser différemment le monde, on a cette idée que effectivement l'infini, c'est aussi la capacité à penser qu'on puisse progresser, et cette capacité à penser qu'on puisse progresser s'appuie sur l'idée qui est très rousseauiste d'une perfectibilité humaine. À partir de là, effectivement, on entre dans un processus où les activités humaines, dont les activités physiques, bien évidemment, au travers des gymnastiques, au travers des activités dans le monde du travail, vont pouvoir à la fois s'exprimer en termes de progression et de perfectibilité, et donc vont donner lieu à des quantifications. Alors effectivement, on passe dans l'Antiquité de la représentation d'une physique tout à fait qualitative et animiste qui est celle d'Aristote à une physique qui est quantitative et qui est celle de Galilée, de Descartes, etc. Et on est effectivement, dans le cadre de la représentation des activités humaines, en particulier des activités physiques, dans la quantification, car quantification veut dire à la fois perfectibilité et prévention contre la dégénérescence. C'est-à-dire que quantifier, c'est à la fois pouvoir normer et faire progresser ce qui relève du champ des exercices physiques, et en même temps prévenir le collectif et les populations contre ce qui pourrait faire dégénérer l'espèce humaine. Et donc, dans ce contexte-là, qui s'exprime à plein au XIXe siècle, avec l'essor des sciences humaines, l'essor des statistiques permettant de mesurer le mouvement humain, on est dans un contexte où l'apparition du sport moderne va venir épouser cette passion pour la quantification du mouvement, cette passion pour la progression. Rien de plus explicite quant à cette progression de l'activité humaine en termes de performance que l'histoire linéaire et évolutionniste du sport de compétition. Donc c'est à ce titre que le sport de compétition moderne, contemporain, celui que nous vivons aujourd'hui comme sport de haut niveau, est tout à fait parlant par rapport à cette histoire qui l'exemplifie, et par rapport aussi, il faut bien le dire, et Georges Vigarello et Michel Serres le soulignaient, par rapport à ce phénomène de technicisation du corps, de dopage qui accompagne la performance et qui interroge sur les nouvelles possibilités techniques, médicales, d'artificialiser le corps et d'amener l'être humain vers une forme de fusion avec la technique. C'est ça aussi qui est intéressant dans le sport.